toutes. Je m'appelle Marie-André Lessard. Je suis une membre Toastmasters depuis 2008. Je réside à la ville de Québec. Et cette année, ça me tient à cœur d'apporter mon soutien aux bâtisseurs de nouveaux clubs, notamment en tenant des appels conférences pour ceux qui bâtissent actuellement des nouveaux clubs. Ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter notre formatrice. Donc, c'est une femme passionnée, Toastmaster distinguée, qui a servi les clubs et les membres de notre district en tant que directrice, mais aussi en tant que directrice de la croissance des clubs. Ça ne s'appelait pas exactement comme ça à l'époque, mais ça revient un peu à ça. Lors de son mandat, 9 nouveaux clubs ont été ouverts. D'hier à aujourd'hui, c'est une personne qui agit comme marraine de club, mentor de club, qui apporte son soutien aux bâtisseurs de clubs. Alors, elle nous présente un atelier qui s'intitule l'ABC pour démarrer un nouveau club. Je nous invite à accueillir Mme Lise Blondin, Toastmaster distinguée, Past District Director. Merci beaucoup, Marie-André, pour cette présentation. Alors, l'ABC pour démarrer un nouveau club Toastmasters, comment parrainer et mentorer un nouveau club. Je sais que chacun d'entre vous qui êtes maintenant avait eu ce privilège, avez eu vous aussi la chance de le faire. Alors, je vais partager l'expérience que j'ai eue et ce que Toastmasters nous suggère de faire, soit à titre de parrain ou de mentor. Alors, on va parler en particulier de la préparation, comment on doit se préparer lorsqu'on veut démarrer un nouveau club, les qualités requises en leadership et en communication. On va parler aussi des responsabilités de chacun, les parrains et les mentors. Je vois souvent dans des clubs les personnes qui ne sont pas certaines à qui est la responsabilité, ou il y a des tâches qu'ils ne feront pas, croyant que ce n'est pas leur responsabilité. Et j'aimerais qu'on puisse les clarifier ensemble pour qu'on voit ensemble à qui appartient ce rôle pour chacun des rôles. Et à la fin de la période, si on a un peu de temps qui nous reste, bien, on pourra passer à une période de questions et ça me fera plaisir de vous répondre aux questions. Si jamais on est à court de temps, vous pourrez toujours me les envoyer par courrier électronique ou on pourra se parler à un autre moment donné. Alors, pour la préparation, on va parler tout d'abord de la responsabilité du parrain. Quelle est sa responsabilité quand vient le temps de démarrer un nouveau club? La première chose, il faut s'informer des besoins, de la viabilité du projet. Est-ce que c'est un club qui a une chance de survivre ou pas? Qui sont les membres potentiels de ce club? Est-ce qu'on parle d'un club communautaire? On parle-tu d'un club qui a une spécialité, un club avancé, un club communautaire? Dépendant du profil de club dont on parle, le potentiel de recruter des membres, est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est petit? C'est tout ça qu'il faut évaluer ensemble. La démographie. Quel est l'âge des personnes? Quel est le profil de ces personnes? Ce sont tous des indications qui sont très, très importantes à savoir. Quand on parle de démographie, si on parle d'un petit village qui a 1000 habitants en été, en saison touristique, vous comprendrez que ça va être beaucoup plus difficile de démarrer un club que si on parle d'une ville où il y a plus d'1 million d'habitants. Alors, c'est tout ça qu'il faut essayer de voir. Dans votre rôle de parrain, on va avoir une réunion préparatoire. Comment on va faire avec notre équipe pour démarrer le club? On va parler de la réunion démonstration et des réunions suivantes. Et finalement, quand on fait la demande de charte et la réunion pour la remise de charte, comment on doit procéder? Donc, ce sont les points que nous allons considérer pour le parrain et on va voir les différents profils de club, que ce soit un club, on va commencer par le club corporatif, club communautaire, et finalement, club avancé. Pour démarrer un nouveau club, nous avons besoin de 2 parrains, 2 mentors. On doit travailler en équipe avec le directeur, ou cette année, c'est une directrice qu'on a à la croissance des clubs, le directeur du district, et on doit aussi, en équipe, travailler avec d'autres membres Toastmasters et d'autres leaders du district, des membres qui vont nous supporter dans ce qu'on est en train de démarrer, aller chercher leur expérience, nous éviter des écueils, de se cogner à des endroits où on ne s'attendait pas. C'est un travail qui est en équipe. Donc, on va le faire tout le monde ensemble. Et quand on parle de trouver des parrains, souvent, c'est un projet qu'un membre a. Le membre travaille dans une entreprise et là, il a l'idée de démarrer un club chez lui.
Ça, c'est une situation. Mais il arrive parfois que c'est Tania qui reçoit un appel et on lui dit, Tania, on aimerait démarrer un club dans notre entreprise. Est-ce que tu peux nous proposer des parrains et des mentors? Alors là, la situation est complètement différente parce que c'est un appel qu'on a eu de l'extérieur. C'est pas notre projet original. On va embarquer dans le projet, dans le processus, mais après ma barre, on a été sollicité, c'était pas notre idée. Donc, tout ça a un impact dans la façon dont on va fonctionner. Or, quand on démarre un club corporatif ou gouvernemental, c'est plus ou moins la même chose. On doit étudier le contexte. C'est quoi la grandeur de l'entreprise? Quand on dit la grandeur de l'entreprise, si on prend une grande corporation comme je ne sais trop, Merck, Novartis, on sait que c'est international, que c'est mondial. Mais dans l'édifice où on va se retrouver, il y a combien d'employés? Est-ce qu'il y en a 500? Il y en a-tu 100? Il y en a-tu 200? Ce qu'on dit, Toastmasters préconise que ça prend un minimum de 250 employés pour que ce soit viable. Moi, je dirais même 300 employés, c'est le minimum. Et encore là, il faut savoir où est-ce que c'est localisé, cette entreprise. Est-ce que c'est dans une petite municipalité ou dans un grand centre urbain? Est-ce que c'est facile d'accès? Est-ce que pour trouver l'endroit, c'est dans un petit rang de campagne où on devra conduire longtemps? Tous ces détails ont une importance. Est-ce que si c'est un club corporatif, il va être réservé aux employés seulement? Est-ce c'est une chaîne de montage? Est-ce que ce sont des employés qui sont plus manuels ou ce sont des gestionnaires et des cadres d'entreprise, des cadres dans l'entreprise, personnel de bureau? Qui sont ces membres? C'est quoi le potentiel qu'on a devant nous en termes de membres pour recruter? Parce qu'on sait, un club, on doit avoir un minimum de 20 membres. Mais ceci étant dit, il y a des membres qui quittent parce qu'ils quittent l'entreprise, parce qu'ils ont un transfert d'emploi. Mais tout ça mis ensemble, il faut nous assurer la pérennité du club et pour ce faire, il faut savoir qu'on va avoir suffisamment de membres pour que le club soit viable. Qui est la personne clé, la personne qui est décisionnelle? Est-ce que c'est la personne aux ressources humaines ou si c'est la personne qui est responsable de la formation? Toutes ces informations-là, on a besoin de savoir ça avant même de les rencontrer ou même d'établir un contact. Parce que ça va tout changer. Si vous faites une présentation devant une personne et que finalement, c'est pas la bonne personne, vous avez des chances que vous allez travailler, vous allez tout élaborer, puis vous allez apprendre tout d'un coup que c'était pas la bonne personne puis que le projet fonctionne pas. Alors, c'est très décevant. Alors, c'est pour ça qu'on doit s'assurer d'avoir les bons contacts au tout départ. Tout d'abord, au niveau de l'entreprise, c'est quoi leur motivation? Si c'est eux qui ont fait une demande pour démarrer un club, c'est quoi leur motivation? C'est quoi les stratégies? Leurs initiatives importantes? C'est quoi leur priorité dans cette entreprise? Leur focus, leur mission d'entreprise? Est-ce qu'on a lu des articles récents à leur sujet? Toutes ces informations vont faire en sorte que ça va tout à fait changer notre façon d'aborder le sujet. Si c'est nous qui devons rencontrer l'entreprise et que le travail n'a pas été fait en amont par Tania parce qu'elle n'a pas eu l'appel, c'est vous qui travaillez au sein d'une entreprise ou encore au gouvernement et que vous voulez faire une présentation à la direction puisque vous travaillez déjà à l'interne, sachant c'est quoi leur motivation, pourquoi on devrait démarrer un club Toastmasters au sein de ce département ou de cette entreprise, bien, tous nos arguments, tout ce qu'on va montrer comme bénéfice pour l'entreprise doit être axé en lien. C'est ça la préparation. Quand je parlais de préparation tantôt, quelle est la stratégie de l'entreprise? Qu'est-ce que ça va leur apporter à eux d'avoir un club Toastmasters versus une autre entreprise? Il peut y avoir mille et une raisons, mais si on n'a pas fait cette étude-là, cette analyse-là, on n'a pas étudié le contexte, bien, on pourrait être complètement à côté et manquer l'opportunité ou encore ne pas réussir à convaincre la direction des bénéfices qu'on peut leur apporter lorsqu'on est là, lorsqu'on démarre un nouveau club. Quand on démarre un club corporatif comme parrain, il va arriver que si ce n'est pas vous, si vous ne travaillez pas au sein de l'entreprise et que Tania vous demande de les rencontrer, la première chose, c'est de se présenter. La présentation se fait normalement, on favorise plus le téléphone dans un premier temps ou ça peut être accompagné d'un courriel également. Mais le but de cet appel téléphonique-là n'est pas de tout leur expliquer ce qu'est Toastmasters, mais bien d'obtenir un rendez-vous avec eux. Et lorsqu'on obtient le rendez-vous, c'est à ce moment-là qu'on peut parler du programme Toastmasters et d'en vendre les bénéfices. Et encore une fois,
le mot préparer revient encore. Il faut en parler. Il faut aussi parler de d'autres clubs Toastmasters qui ont vécu la même situation. Et si les autres clubs corporatifs qui existent, je ne parle pas d'un club communautaire, mais un autre club corporatif existe, et puis que la personne elle serait disponible pour pouvoir vous accompagner ou vous parler des bénéfices, c'est encore plus puissant puisqu'en corporation, souvent, ils vont mieux se comprendre. Et finalement, lorsqu'on conclut, il faut s'assurer qu'on a bien répondu à toutes leurs questions et qu'on fait en sorte que l'entreprise voit vraiment un profit. Et puis quand on sélectionne aussi les parrains, il y a une chose qui est vraiment importante. Puis ça, c'est un exemple de quelque chose qui est arrivé dans une compagnie technologique. Le parrain qui avait été, ce club-là avait décidé de se rencontrer de 10 heures à 11 heures ou 11h30 le matin. Qui est disponible comme parrain pour se présenter dans un club avec un tel horaire? Ça prend des personnes qui ont une flexibilité et les seules personnes qu'on avait trouvées à cette époque-là étaient des personnes qui étaient retraitées, qui étaient dans la soixantaine avancée. Mais les membres de ce club étaient des gens en technologie qui étaient âgés entre 25 et 35 ans. Or, le match entre les parrains et les membres du club, ça ne s'est pas bien fait, ça ne s'est pas bien passé. Alors, il faut toujours évaluer, encore une fois, lorsqu'on fait notre préparation, quand on disait, qui sont nos membres potentiels? Est-ce que nous, ou est-ce que les personnes qu'on va recruter comme parrains vont avoir un bon fit, un bon match avec l'entreprise? Si c'est une personne, par exemple, qui parle un français bâclé, qui parle le joual, qui n'a pas un bon français, par exemple, et qu'on arrive dans un club très francophone ou anglophone, c'est la même chose, qui n'a pas un bon langage, ça pourrait vraiment mal représenter Toastmasters. Donc, lorsqu'on choisit des parrains, ça peut être des personnes hyper généreuses, hyper motivées. Mais il faut toujours voir que si je suis en train de démarrer un club dans un bureau, je ne sais trop, un bureau d'avocat, un bureau de comptable, je dois faire attention aux personnes qui vont représenter Toastmasters dans ce club-là en essayant de trouver des personnes qui ne seront pas nécessairement des comptables ou des avocats ou des professionnels, mais toujours est-il qu'ils auront une présentation, un habillement, que ces gens-là vont pouvoir se reconnaître en eux. Parce que si on arrive, on est en été, par exemple, la personne arrive en Bermuda, alors que tout le monde est en veston-cravate pour les hommes ou en tailleur pour les femmes, vous comprendrez que ça serait très difficile d'avoir une bonne connexion. Les gens ne se retrouveront pas dans le parrain. Donc, tout ça a un impact lorsqu'on décide d'être parrain d'un club. Il faut évaluer si nous, on va bien aller dans ce club-là et comment on va être reçu, nous également. Lorsque l'entreprise, on accepte, disent oui, on a un intérêt à vouloir démarrer le club et on voit que tout se déroule bien, il faut parler finance, il faut parler argent. Savoir ça va être quoi l'engagement financier de l'entreprise. C'est quelle portion qu'ils vont défrayer. Je vous donne un exemple. Ça, c'était un cas vraiment génial. C'était KPMG. Eux avaient décidé de payer l'adhésion des membres, avaient décidé de tout payer. La salle était fournie. Même le lunch était fourni pendant la réunion. Alors, c'était... est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas sur mute présentement? Can you put someone on mute, Tanya, from your end? Because I will have to interrupt my PowerPoint. Yes, I'm on it. I'm hearing someone in the background. Merci, thank you. Alors, il faut voir quelle portion l'entreprise va défrayer. Est-ce qu'ils vont décider de rembourser le membre s'il a réussi à faire une partie du parcours après une certaine partie du parcours? Ce sont toutes des informations que vous aurez besoin en vue de vous préparer pour la réunion de démonstration pour expliquer aux membres quels en seront les coûts si on parle toujours d'un club corporatif présentement. La partie financière est importante. On doit désigner parmi notre équipe une personne qui va être responsable des finances. Cette personne va avoir le rôle de conserver les paiements jusqu'à ce qu'on soit prêt à envoyer le tout à Toastmasters International. On doit aussi penser soit à ouvrir un compte bancaire pour le club et déposer le paiement des membres. Ouvrir un compte bancaire, ce n'est pas une chose simple. Il y a une chose qu'il faut éviter à tout prix, c'est que les personnes
déposent l'argent dans leur compte personnel. J'ai déjà vu ça dans pas un club corporatif, mais dans un club communautaire. Et évidemment, ça peut porter à préjudice. Les gens peuvent manquer de confiance. Il peut y arriver des situations malheureuses. On ne veut pas risquer de nuire à notre réputation. Donc, ouvrir un compte pour le club est une très bonne façon. Pour un club corporatif, il faudra voir comment le faire précisément. Pour un club communautaire, ce qu'il faut savoir au Québec, c'est que pour ouvrir un compte de banque, on doit être enregistré au bureau des petites et moyennes entreprises. Ce sont des exigences des caisses et des banques. Donc, ça nous prend cette information-là pour pouvoir ouvrir un compte. Mais tant qu'on n'a pas notre charte, on n'est pas capable de dire qui sont les administrateurs puisque ça n'existe pas. Donc, le plan B que moi, je vous suggère et que j'ai utilisé à maintes reprises, c'est demander à un club d'accepter de parrainer le club et de tenir une comptabilité séparée. Et lorsque les membres vont adhérer au club, ils pourront faire leur chèque ou leur virement ou leur paiement et qui sera déposé dans un club déjà existant pour éviter un malaise ou quoi que ce soit et qu'on puisse avoir une comptabilité qui soit saine et transparente pour les membres du club. Et lorsque le temps va venir où on devra envoyer l'argent à Toastmasters International, on pourra le faire. Il peut arriver que l'entreprise va accepter de gérer cette partie-là. Mais ce qu'il faut savoir dans les entreprises ou même au gouvernement, c'est que ces gens-là vont décider qu'ils vont renouveler les membres, par exemple, pour les renouvellements et tout ça, mais au moment opportun pour eux. Et ça ne veut pas dire que ça va correspondre avec les dates Toastmasters. Nous, on a des dates très précises pour faire nos renouvellements pour les membres. Donc, on ne veut pas avoir de délai. On veut tous se qualifier pour le club remarquable. Or, c'est mieux que ce soit les membres du club eux-mêmes qui puissent faire la gestion de la partie financière quand éventuellement le club aura sa charte. Maintenant, on va planifier la réunion démonstration. La réunion démonstration, surtout dans un club corporatif, est souvent d'une durée d'1 heure. Ça ne sera pas une durée comme les clubs en soirée ou parfois le matin où on a 90 minutes, 2 heures. C'est des réunions qui sont plus brèves. Or, on n'aura pas nécessairement tous les rôles. C'est-à-dire que la pensée, le toast, la blague du jour, c'est pas nécessairement des rôles qui vont être essentiels à la réunion. Même la partie administrative, on va l'escamoter. Il n'y en a pas de partie administrative. De toute façon, dans une réunion démonstration, on n'a pas à discuter des affaires du club. Il n'est pas encore formé. Donc, les rôles essentiels sont l'animateur. Dans l'espace d'1 heure, moi, je suggère un orateur, un discours de 5 à 7 minutes. Et lorsqu'on va choisir la personne pour jouer le rôle, il n'est pas nécessaire de prendre un gagnant de concours ou quelqu'un qui est reconnu dans le district pour son haut niveau parce que ça pourrait avoir l'effet d'intimider ceux qui commencent, qui sont débutants. Dans le même ordre d'idée, on ne prend pas nécessairement non plus un débutant, une personne qui n'a jamais fait de discours. On prend un orateur intermédiaire qui a fait quelques discours, qui semble confortable pour donner une bonne image et en même temps pour ne pas mettre la marche trop haute pour ceux qui seraient mal à l'aise de parler en public. On doit évidemment avoir un évaluateur, un chronométreur, un maître des improvisations, un grammairien et une évaluation générale qui sera quand même relativement courte. Lors de la réunion démonstration, on va s'assurer de respecter le temps. Si l'entreprise nous a donné 1 heure, on va s'assurer qu'on va rentrer dans 1 heure, incluant la période de questions qui va suivre notre réunion démonstration. Il faut préparer le matériel dont on aura besoin. Si on a besoin de chronomètre, je sais que maintenant, on a beaucoup d'applications sur les cellulaires, mais il faut toujours prévoir un plan B au cas où le membre n'aurait pas ou il y aurait une défectuosité technique. Chez Toastmasters, c'est une des choses qu'on apprend. Donc, avoir un chronomètre, avoir des cartons pour montrer le temps, avoir le maillet, avoir un lutrin si on sait que l'entreprise n'en a pas. Il faut s'occuper de s'assurer qu'on a tout ce qu'il faut pour démontrer du professionnalisme lors de cette réunion démonstration. On va sélectionner l'équipe. Qui seront les membres qui vont être appelés à jouer des rôles? On essaie de prendre chacun dans ses forces. On va déterminer les rôles que chacun va jouer lors de la rencontre. Si c'est possible, on peut inviter des représentants de la haute direction. Je me rappelle lorsqu'on avait fait la réunion démonstration au club de Shawinigan de l'Agence de Revenu Canada, à la fin, un des hauts dirigeants s'était adressé à l'auditoire. Il y avait environ 150 employés, sinon plus, dans la salle, et il leur avait recommandé chaudement
de se joindre à ce club. Je vous dis qu'en l'espace de 2-3 réunions, le club avait ses 20 membres. Sa parole avait eu un impact parce que lui, il croyait sincèrement dans notre programme, puis il voulait que les employés puissent améliorer leur communication. Vous demandez aux invités aussi de signer le livre des invités. On veut avoir leurs coordonnées pour pouvoir faire un suivi avec eux par la suite. Avant la réunion démonstration, on s'assure qu'on va avoir des membres potentiels qui vont être présents. J'ai déjà vu faire des réunions démonstration et puis il y avait peut-être 2-3 personnes de présentes. C'est comme du temps, en fait, qui a été comme perdu. On n'a pas besoin, on veut faire une belle réunion pour avoir des membres potentiels. Puis on va demander à des membres qui sont déjà existants dans d'autres clubs pour combler les différents rôles. Il n'est pas obligatoire que tous les membres parlent. Parce que souvent, dans l'auditoire, il va y avoir des personnes qui n'oseront pas poser des questions à la fin lors de la période de questions. Mais ce qu'on peut faire, par contre, c'est si un membre est assis à côté d'un visiteur ou d'un invité, il pourra répondre privément à ces questions, ce qui va avoir un impact encore très intéressant pour ces invités-là de pouvoir poser les questions un à un. Ils ne se sentiront pas jugés. On prévoit de la documentation qui va être remise aux invités, aux visiteurs. Mais oui, on essaie de réduire le papier, on envoie des courriels, mais je ne sais pas combien de fois des invités qui sont venus visiter mon club m'avaient dit qu'ils avaient pris le temps de tout lire la documentation et qui étaient impressionnés par la qualité. Parfois, on n'a pas le temps de lire nos courriels, on est bombardé de plein de documents qu'on reçoit au travail ou dans d'autres moments. Donc, un document papier, des fois, les gens vont feuilleter ça pendant leur lunch ou à un moment donné pendant une pause et vous avez plus de chances qu'il soit lu que électroniquement. Demandez qu'avant la rencontre, que ce soit publié aux employés par Intranet ou un autre moyen. Il y a certains endroits où les gens peuvent avoir un kiosque, par exemple, lors d'une réunion, avant la réunion démonstration dans les semaines qui précèdent, où on peut faire une forme de publicité. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Durant la réunion démonstration, les membres potentiels peuvent se présenter au lutrin quand ils sont invités. Alors, comme on fait dans nos clubs maison, lorsque c'est la période des improvisations, le maître des impôts pourrait essayer de recruter quelques membres potentiels et leur demander s'ils veulent jouer le jeu de faire une improvisation. Et c'est gagnant. Les premières fois, on se disait, ils ne sont pas membres, ils vont être intimidés, mais j'ai remarqué que souvent, les personnes qui participent aux improvisations, par la suite, même si ça les a mis mal à l'aise sur le coup, ils ont une tendance naturelle à joindre le club. Et durant la réunion, l'animateur va prendre la peine d'expliquer les rôles de la réunion. Lorsque la personne qui va présenter son discours va le présenter, bien, il va expliquer c'est quoi les objectifs. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi avant la réunion, une des choses, c'est que tous les clubs, on n'a pas toutes la même façon de faire. On a toutes des façons différentes de faire. Alors, il faut s'entendre avec les membres présents. Qui va présenter l'orateur? Est-ce que c'est son évaluateur ou ça va être l'animateur qui va le faire? Il faut convenir de ça lors de la préparation pour être certain que le tout va se dérouler harmonieusement. À la fin de la réunion démonstration, vous allez présenter les parrains et les mentors qui, idéalement, seront présents et leur rôle. Et là, on va compléter la réunion avec une période de questions-réponses. Et il pourrait y avoir des membres qui aimeraient témoigner d'histoires à succès, quelque chose qui leur est arrivé. Pourquoi? Qu'est-ce que Toastmasters a fait de différent dans leur vie? Puis moi, je suggère peut-être 2, 3, mais très bref, là, même pas une minute chacun. Puis l'idée étant que mon histoire ne peut ne pas toucher quelqu'un, puis l'histoire de quelqu'un d'autre peut toucher quelqu'un dépendant des situations. Donc, on peut en avoir quelques-uns si le temps le permet, évidemment, parce que on veut s'assurer toujours de respecter le temps. Quelles sont les étapes lorsque maintenant on veut démarrer un club communautaire et qu'on est parrain? On parle toujours du rôle du parrain. Les étapes. La première étape lorsqu'on veut démarrer un club communautaire, c'est de trouver un local, un endroit qui est stratégique. On ne veut peut-être pas aller se coller sur un autre club qui existe déjà. On ne veut peut-être pas se rencontrer le même soir que le club voisin. On veut faire en sorte de s'entraider et non de se nuire. Donc, si un club qui se rencontre le matin dans une région, bon, on peut aller quelques kilomètres plus loin puis en faire un qui va être le soir. On va trouver un endroit qui est facile d'accès. Moi, je me rappelle un de mes clubs, on avait perdu notre salle et puis il s'est retrouvé en arrière d'une maison. En tout cas, il fallait vraiment le savoir que ce bâtiment-là était situé en arrière. Il fallait mettre des pancartes en avant.
c'est pas stratégique comme local, c'est pas optimal. On s'assure que c'est bien identifié lorsqu'on a trouvé un local. On doit voir aussi les frais. Quand on veut trouver un local, il y a des endroits qui sont très onéreux, alors que d'autres, avec les municipalités, par exemple, ben, on peut parfois avoir des locaux qui sont gratuits. Mais dépendant du profil de membres qu'on veut recruter, ben, il faut savoir est-ce que ça va convenir, ce local-là, pour les membres qu'on voudrait avoir. On va planifier la réunion démonstration dans un club communautaire. C'est le rôle du parrain de veiller à ça. Comme pour les clubs corporatifs, c'est la même chose, excepté que cette fois-ci, il est possible qu'on ait un peu plus de temps si on le fait en soirée. Dépendant de ce que c'est, on pourra peut-être se permettre 2 discours, pas plus. Encore une fois, on préfère avoir peut-être une plus grande pause entre les différentes parties de la réunion pour pouvoir échanger avec les membres potentiels. Cette fois-ci, ce ne sera pas l'entreprise qui va faire la publicité, c'est nous. Donc, on doit s'organiser pour la publiciser, faire un plan de communication. Qui on va contacter? Est-ce que ça va être la Chambre de commerce? Ça va être un autre organisme? Est-ce que la municipalité va être complice avec nous? Il y a certaines publicités qui ont des tableaux électroniques. Ça peut être dans des journaux, dans la partie communautaire. Il y a des personnes qui me disent non, 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 il n'y a personne qui lise les journaux, mais croyez-moi, il y en a toujours un qui arrive de temps à autre qui nous provient de là. Avoir différentes sources de publicité pour cibler les différents groupes ou les différents profils. Si vous savez, par exemple, qu'il y a des personnes qui œuvrent dans un certain domaine et que vous avez remarqué que leur présentation aurait à gagner, à s'améliorer, bien, vous pourriez facilement les inviter à participer à votre rencontre démonstration pour leur montrer les bénéfices pour eux aussi. Donc, ça fait toute partie, ça, de la préparation, mais tous ces détails sont importants. Puis lorsqu'on va se trouver ensemble en équipe avec les parrains, on peut impliquer aussi les mentors dès le début s'ils sont connus. On va voir comment notre réunion va être montée. Qu'est-ce qu'on va faire comme réunion? On va y arriver là, d'une façon à avoir des réunions harmonieuses. Moi, je sais que souvent, je démarre des clubs, on provient de différents clubs, on a toutes des façons différentes de faire les choses. Il faut arriver à un consensus que lorsqu'on va arriver pour notre réunion démonstration, on sait exactement où on s'en va. Lorsqu'on a eu notre réunion démonstration, déjà là, pour obtenir notre charte et avoir nos 20 membres, on doit déjà annoncer quand va être la prochaine réunion. On doit aussi sélectionner des personnes qui vont agir comme les dirigeants, les officiers, de façon temporaire jusqu'à ce qu'on ait nos 20 membres, qu'on puisse avoir nos élections. On doit faire des suivis auprès des membres potentiels, ceux qui sont venus nous visiter, des rappels. S'ils disent qu'ils ne viennent pas, on veut savoir pourquoi. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas aimé, quelque chose qui les a heurtés. On veut voir avec eux, c'est pas de faire de la vente à pression, loin de là, tout simplement démontrer de l'intérêt et de l'empathie envers ces gens-là. Et lorsqu'ils sont intéressés à devenir membres, on collecte tout de suite les versements, les paiements. On parle toujours d'un club communautaire. Et sans attendre, la personne qui est l'organisateur, le parrain, doit payer le 125 à Toastmasters parce que c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir accéder au programme et que les membres, les membres potentiels, les membres qui ont déjà commencé à adhérer vont pouvoir commencer à profiter du programme. Puis je vais revenir sur ce point-là dans quelques secondes. Et démontrer de la reconnaissance pour tous ceux qui vous aident et tous ceux qui s'impliquent dans le démarrage du club. Quand vous payez le 125 en envoyant ça à Toastmasters International, vous remplissez un formulaire qui s'appelle l'Application to Organize ETO. Et dans ça, on va vous demander qui est la personne responsable, qui sont les parrains. On vous demande à quel endroit le club se rencontre, etc. Et à la suite de ça, lorsque vous avez payé le 125 US, ils vont vous faire parvenir ce qu'ils appelle le Charter Kit Content, c'est-à-dire ce qui contient le kit pour démarrer le club. Il y a 20 pamphlets un Toastmasters porte plusieurs chapeaux, tous au sujet de Toastmasters. Et sachez que vous pouvez commander ces dépliants-là, soit en français ou en anglais. C'est pas obligé. Là, il est écrit en anglais, celui qu'on est allé chercher, mais ça peut être dans une langue ou l'autre. Vous avez aussi un document qui dit comment bien organiser vos rencontres, les bulletins de vote et puis les formulaires d'évaluation.
Vous avez un maillet, des cartes pour démontrer le temps. The Navigator, c'est ce qu'on utilise dans Pathways là, pour pouvoir naviguer. Les ressources d'évaluation. Puis après ça, vous avez 20 autres pamphlets qui sont le premier pas et les bases de la parole, de prise de parole en public. Donc, c'est tout ce que vous recevez dans votre boîte. Et lorsque vous inscrivez vos membres, au fur et à mesure, même si vous n'avez pas vos 20 membres, ils vont pouvoir avoir accès à Pathways, ceux que vous allez inscrire, et ils vont pouvoir effectuer le niveau 1 dans Pathways jusqu'à ce que vous ayez 20 membres. Donc, l'urgence d'avoir 20 membres est là parce qu'après, quand ils ont terminé le niveau 1, si vous n'avez pas encore atteint les 20 membres, ils vont être obligés d'attendre pour pouvoir poursuivre leur progression. Maintenant, bonne nouvelle, vous avez vos 20 membres. Ce qu'il faut savoir quand on dit 20 membres, parmi les 20 membres, il y en a 17 parmi eux qui doivent être des membres qui n'appartiennent pas à d'autres clubs. C'est vraiment soit des nouveaux membres, des membres qui ont quitté Toastmasters qui vont revenir, mais ça ne peut pas être des membres qui appartiennent à d'autres clubs. Vous devez en avoir un minimum de 17 nouveaux et vous pouvez avoir 3 membres qui font déjà partie d'autres clubs. Par exemple, vous êtes parrain et vous auriez en tête, moi, je vais joindre le club, mais vous faites déjà partie d'un club. Donc, vous auriez comme un membership dans 2 clubs. C'est possible, mais assurez-vous d'avoir toujours un minimum de 17 membres qui ne font pas partie d'autres clubs. Ceux-ci sont les différents formulaires que vous devez compléter. Et ceci, quand vous demandez là, pour former un club, on vous envoie un manuel qui vous explique tout ça et tous ces documents-là sont inclus dans le kit qu'on va vous redonner. C'est quoi les paiements? C'est quoi les formulaires d'adhésion des membres? C'est pas les mêmes formulaires qu'on utilise dans nos clubs. C'est des formulaires spéciaux. C'est quoi les noms des dirigeants du club lorsque vous avez eu votre élection, lorsque vous avez vos 20 membres? Qui va agir à chaque poste? C'est quoi l'information du club? Le formulaire numéro 5. Où est-ce que vous vous rencontrez? C'est quel soir? Etc., etc. Le numéro 6, ça, c'est la constitution de Toastmasters. On ne peut pas la changer. Et ce document-là doit être signé par le président du club et la personne qui agit comme secrétaire. Et également les bylaws. Les bylaws, ce sont des documents que vous devez compléter qui va dire quel soir on se rencontre, qui va donner c'est combien ça coûte pour adhérer à notre club, c'est qui les dirigeants de notre club, est-ce qu'on va avoir des membres honoraires? Bref, il y a plein de questions que vous devez répondre et vous devez vous assurer que les membres sont en accord avec ces règlements-là de club que vous êtes en train de mettre sur pied. Et moi, quand je démarre un club, je veux m'assurer d'être transparente, que c'est clair, et je fais voter les membres sur ces règlements-là avant même d'envoyer tous mes documents à Toastmasters. Puis je vois fréquemment sur le site de Toastmasters que Toastmasters a reçu tous les documents, mais il manque le paiement. Alors, sur le formulaire 2 où c'est marqué Charter Payment, celui que vous voyez à l'écran, c'est tout indiqué. Tant de membres à temps, combien ça coûte pour un nouveau membre, c'est quoi les montants que vous avez à payer. Le 125 $, lui qui a déjà été payé, ne rentre pas dans ça. Si quelqu'un n'aurait pas payé le 125 $ lorsqu'il demande sa charte, il devra payer tout de même le 125 $. Donc, vous avez toute la description des frais et ceci va vous aider aussi à élaborer un budget quand vous allez dire aux membres combien ça coûte, surtout si vous êtes un club communautaire. Maintenant, le rôle du parrain, on est toujours dans le rôle du parrain. Que ce soit un club communautaire ou corporatif, c'est à vous de planifier la cérémonie de remise de charte. Alors, vous allez inviter des membres potentiels qui n'ont peut-être pas encore joint le club, les 20 membres du club, évidemment, et d'autres membres Toastmasters de d'autres clubs qui vous ont supporté. Vous allez former des comités. Il y en a qui peuvent s'occuper de planifier le repas. Il y en a qui vont s'occuper de publiciser la cérémonie de la remise de charte. On va prévoir une courte réunion, à savoir est-ce qu'on veut avoir une personne qui va prendre la parole, qui sera la personne. Et très important, c'est qu'on doit inviter les membres du trio parce que quand vous demandez votre charte, c'est le directeur du district qui la reçoit, votre charte. C'est lui qui reçoit les certificats de tous les membres. Lui, il reçoit tout ça au complet. Et lorsque vous voulez faire la cérémonie, vous invitez le trio et ceux qui sont disponibles vont être présents. Et il y a un processus, il y a une façon de faire cette remise de charte.
Alors, vous les contactez avant de planifier votre réunion et de voir avec eux quelles sont leurs disponibilités pour les dates où vous voulez procéder pour vous assurer qu'ils vont pouvoir être présents avec vous et de faire ça de façon officielle. La réunion, elle va être un peu plus courte qu'à l'habitude parce qu'on veut s'amuser, on veut aussi festoyer puis réseauter. Et on va avoir un ordre du jour qui va être imprimé pour cette rencontre-là. On veut s'assurer que ce soit une belle rencontre, que tout le monde va se rappeler de cette belle journée. Maintenant, on continue toujours pour le rôle du parrain. Dans le cas où c'est un club avancé que vous voulez démarrer. Là, on a parlé tantôt des clubs corporatifs, on a parlé des clubs qui sont communautaires. Il y a aussi des clubs avancés ou spécialisés. Dans ces cas-là, on doit déterminer quels seront les critères d'admissibilité. Donc, les parrains, ceux qui démarrent le projet, est-ce qu'il faut que le membre appartienne à un autre club? Est-ce qu'il faut qu'il ait présenté déjà un minimum de discours dans son club maison, etc. Donc, tous les critères que vous voulez qu'ils fassent partie. Quel endroit on va le faire? Évidemment, un club avancé, dans la majorité des cas, vont demander aux membres de déjà appartenir à un autre club. Alors, on va essayer de trouver un endroit qui est à proximité des autres clubs pour qu'on puisse le faire. On va former une équipe de membres intéressés parce que nous, les personnes qui vont faire partie de notre club, dans la majorité des clubs avancés, bien, ce sont des membres de d'autres clubs parce que la majorité des clubs avancés, pas tous, vont avoir comme exigence que vous fassiez partie d'un club régulier. Vous devez sélectionner des dirigeants temporaires. Déterminer le déroulement type des rencontres de clubs. Ceux qui font partie des clubs avancés savent très bien que le déroulement est différent d'un club régulier, mais encore, il y a plusieurs clubs avancés dans notre district, puis ils n'ont pas tous la même formule. Alors, quelle sera votre formule? Vous pouvez visiter des clubs pour l'élaborer, pour vous préparer, mais encore faut-il que vous sachiez déjà dès le départ, avant même de planifier votre réunion de démonstration, comment ça va se passer. Préparer une affiche publicitaire qui va être publiée, évidemment. Et puis, comment vous allez les partager, cette information-là? Bien, vous allez le partager avec tous les clubs des alentours. Vous allez aussi diffuser votre affiche par courriel, Facebook ou en personne. C'est pas tout le monde qui a un compte Facebook. Il y a des gens qui sont très réticents. Je suis surprise à chaque fois quand je demande qui n'a pas de compte Facebook de voir le nombre de mains qui se lèvent. Alors, on ne peut pas se fier seulement à ça. On doit, encore une fois, utiliser différentes sources pour parler de notre projet. On doit demander aussi à notre district de pouvoir en faire la promotion, soit que c'est le concours de secteur, concours de division, lors des sessions de leadership, ce qu'on appelle des TLI ou des SLT, des conférences ou autres événements qui regroupent des membres. Parce que c'est là que vous allez retrouver vos membres. Vous ne pouvez pas faire la promotion dans la rue, ce n'est pas la même façon de faire. Maintenant, si je résume les tâches du parrain, vous aidez au club à obtenir sa charte. Vous devez générer de l'intérêt et de l'enthousiasme. Vous aidez au recrutement des nouveaux membres. Vous soumettez tous les formulaires requis lorsque le club a atteint un minimum de 20 membres et vous vous assurez que le paiement va être fait. Excusez. Et vous organisez la cérémonie de remise de charte. Alors, on donne un poisson à un homme, tu le nourris pour une journée, enseigne à un homme à pêcher et tu l'auras nourri pour la vie. Alors, c'est un peu le résumé du rôle de parrain. Vous montrez aux membres comment procéder pour qu'ils puissent être autonomes et pouvoir continuer pour la suite. Maintenant, pour obtenir votre crédit comme parrain, lorsque vous envoyez tous vos documents à Toastmasters, on l'avait déjà marqué sur le premier formulaire qu'on avait demandé la permission pour démarrer un club en payant 125 $, mais vous allez l'inscrire à nouveau. Qui sont les parrains et qui sont les mentors? Il faut l'inscrire dessus pour être certaine qu'on va avoir notre crédit. Il faut informer les mentors au sujet du club et de s'assurer d'une transition harmonieuse. Si les mentors n'ont pas été présents au départ, on veut s'assurer qu'ils savent comment ça s'est passé. C'était quoi votre culture? Comment vous avez mis le club? Parce que, encore une fois, ces mentors-là peuvent provenir de clubs autres que le vôtre et peut-être que votre façon de faire, ils n'étaient pas au courant. Il faut qu'il y ait une continuité. Il ne faut pas tout changer le club parce que là, c'est des mentors qui arrivent. À l'occasion, continuez à visiter le club et félicitations, mission accomplie, vous êtes arrivé à votre objectif.
nous allons voir maintenant c'est quoi le rôle du mentor. Le mentorat est vraiment, vraiment important. En résumé, la description du rôle du mentor, c'est de partager ses connaissances. On va voir les tâches, comment avoir des réunions de qualité. On va parler du recrutement et de la rétention des membres, de reconnaissance, le programme éducationnel et finalement, le programme du Club remarquable. Ce qu'on remarque souvent, c'est que les clubs, quand les mentors sont absents ou qu'ils laissent aller parce qu'ils pensent que le club est bien parti, le club est dans une situation de grande vulnérabilité. Parce que tout le long, durant le temps qu'il y avait un parrain, le ou les parrains étaient toujours là pour eux. Mais il faut s'assurer d'une continuité d'un minimum de 6 mois à 1 an pour s'assurer que le club continue le travail qui a été amorcé. Et les mentors, il y a juste comme des consultants ou des tuteurs. Ils ont un impact incommensurable sur le degré de réussite des nouveaux clubs. Le mentor va être là, il va partager son expérience, ses connaissances avec les nouveaux membres du club, puis il va les guider. Il va s'assurer que le club continue sur la bonne voie. On va continuer. Maintenant, pour être nommé mentor, il faut que votre nom ait été indiqué sur le formulaire pour démarrer un nouveau club ou vous pourriez être nommé par le directeur à la croissance des clubs ou le directeur du district si jamais il y avait un changement en cours de route. Mais habituellement, le nom des mentors sont indiqués lorsqu'on envoie les documents pour obtenir la charte. Démarrer le club maintenant, on doit montrer aux membres et aux dirigeants à comment utiliser les ressources. On doit s'assurer que le club est fort et complètement fonctionnel. Ça, c'est votre objectif ultime que vous voulez vous assurer avant que vous quittiez pour vous assurer que les officiers comprennent ce qu'ils ont à faire, ils savent c'est quoi et ils savent où trouver les outils. Parce qu'il va y avoir de la rotation, là. Ce ne sont pas toujours les mêmes membres qui vont être là. Alors vous êtes en train de les accompagner pour faire le relais, s'assurer que le club va bien fonctionner. On veut s'assurer que les rencontres du club vont être des rencontres de qualité. Et lorsqu'on obtient, s'il y avait une phrase à retenir dans tout ça, là, c'est vraiment la plus importante. Parce que si on a des rencontres de qualité, la rétention et tout le reste va suivre. C'est pour ça que c'est si important d'avoir une bonne qualité de réunion, qu'elle soit bien préparée. Planifier les rencontres, s'assurer que tous les rôles sont comblés avant les rencontres. Et vous, comme mentor, si vous voyez que parfois il manque des membres lors des réunions, qu'il y a des rôles qui vont être disponibles, demandez à vos contacts dans d'autres clubs de venir aider, de prêter main forte, de pouvoir s'assurer que tous les rôles vont être comblés pour s'assurer que ceux qui sont nouveaux, qui ne soient pas submergés par une tâche trop lourde. Vous pouvez leur donner des idées, des ressources pour avoir des rencontres de qualité. On doit créer au sein du club une culture de service aux membres. On est là pour les servir, pour les aider, s'entraider mutuellement. Maintenant, par rapport à l'adhésion des membres, on doit s'assurer toujours de maintenir un minimum de 20 membres. On doit encourager une culture de recrutement. On n'arrête jamais de recruter. Même si le club est rendu 30-40 membres, on doit continuer. On s'efforce d'accueillir les nouveaux membres de la meilleure façon possible. Solidifier le leadership des dirigeants. On sait que les personnalités et les idées vont être très diversifiées dans un club. Ça fait partie de la société. Alors, on s'assure encore une fois que tout va bien se dérouler et que les réunions de club vont être intéressantes puis vont se faire dans le plaisir. On suit les concours de recrutement. Alors, on a la reconnaissance medley au mois d'août-septembre, vanter les mérites de Toastmasters, prendre une longueur d'avance. Ce sont 3 campagnes qui existent chez Toastmasters. On peut en rajouter une si on le désire, mais on s'assure que le club va embarquer dans ces campagnes de recrutement-là, puis on va les accompagner pour pouvoir bien les mener, puis s'assurer qu'on va toujours avoir le nombre de membres qu'on a besoin. Toutes les ressources pour les campagnes de recrutement sont en ligne. On peut s'assurer d'avoir des parrains, des personnes qui vont parrainer des nouveaux membres. Ce n'est pas comme un mentor, mais des personnes qui vont inviter des membres potentiels à se joindre au club. Et on suggère qu'une fois par année, qu'on reconnaisse les personnes qui invitent des invités pour pouvoir, c'est ça, la reconnaissance fait partie de notre programme. En attirant des nouveaux membres au club, et ça, c'est votre rôle comme mentor, ça permet d'opérer beaucoup plus efficacement. C'est plus léger, les gens ne sont pas surchargés avec plusieurs tâches, puis de garder les membres intéressés et motivés,
Parce que s'il y a une chose qu'on on ne veut pas les brûler en leur demandant d'accomplir plusieurs tâches. Dans les clubs corporatifs, ça peut être plus difficile si vous ne faites pas partie de l'entreprise. Mais ceci étant dit, c'est à vous de former les dirigeants pour faire en sorte qu'ils vont trouver des stratégies eux aussi, puis échanger, retourner à la direction s'il le faut pour faire en sorte que le nombre de membres demeure un minimum de 20. Pour la rétention toujours, c'est important pour s'assurer la longévité, la performance, la continuité, assurer une solide base en leadership. Quand les membres ils changent puis il y a une rotation, ils n'ont pas le temps finalement d'apprivoiser leur rôle qui sont déjà partie du club. Il n'y a personne qui en bénéficie. Et ça, pour la rétention des membres, tous les membres sont responsables. Mais vous, comme mentor, vous avez cette responsabilité de l'inculquer, cette culture au sein du club. Le programme du club remarquable. On vous demande de présenter la capsule Comment être un club remarquable au moins une fois par année. C'est une capsule qu'on peut télécharger sur le site de Toastmasters International et on utilise le programme du club remarquable et le plan de succès pour les clubs pour les mentorer. C'est la bonne façon de faire. Alors, quand vous aurez quitté et terminé votre mandat, vous vous assurez que le club va continuer à utiliser ces outils pour pouvoir être sur la voie du succès puis être un club qui est fort. Votre crédit comme mentor est octroyé si le mentor a supporté le club pour une période minimale de 6 mois après l'obtention de la charte, pouvant aller jusqu'à 12 mois. À ce moment-là, le Toastmasters envoie une lettre au président du club ou à vous, et vous devez faire signer la lettre. Elle doit être signée et retournée à Toastmasters International pour que vous puissiez avoir votre crédit. Alors, encore une fois, si vous avez fait tout ce qu'on vient de dire, mission accomplie et félicitations pour votre rôle. J'ai quelques trucs en vrac que j'ai cumulés au fil des ans parce que j'ai remarqué certaines choses, puis je trouve que c'est intéressant d'impliquer les mentors dès le début du processus. Chaque fois que j'ai démarré des clubs, j'essayais toujours d'avoir tout de suite les 2 parrains, les 2 mentors, de telle sorte qu'on fasse une équipe de 4 au lieu qu'il y ait une équipe de 2. Si par malheur un parrain ne pouvait pas y être et que le mentor était là dès le début, on est 4 à démarrer au lieu d'être 2, ça multiplie les efforts et ça fait en sorte que les clubs sont plus forts. Et après, une fois que le club a sa charte, on demande aux parrains de continuer à vous supporter en tant que mentor, même si eux ont obtenu leur crédit, de pouvoir continuer à le travailler en équipe. Ceci ne fait pas partie des règlements de Toastmasters, c'est simplement des observations que j'ai eues au fil des ans. Aussi, on peut demander à un club Toastmasters de parrainer le nouveau club. Ça peut être de façon monétaire, c'est-à-dire qu'il peut vous donner un montant d'argent qui va vous permettre d'acheter votre bannière, d'acheter différentes choses, un lutrin, un dictionnaire. Il y a plein de choses qu'on doit acheter. Alors, si le club qui nous parraine financièrement est en mesure de nous aider, soit en argent, en biens, ou même ne serait-ce que de nous proposer des membres qui peuvent nous accompagner lors des réunions, c'est vraiment bien d'avoir un club qui va nous parrainer dans la mesure du possible. Ça aide à pouvoir démarrer des clubs. La communication doit être claire et courtoise entre les membres qui travaillent à la réalisation du projet. J'ai déjà vu parfois là, dans des situations où il y avait un stress ou que des fois le ton montait. Écoutez, on est tous des bénévoles, on travaille tous dans le but d'atteindre le même objectif. Le respect est la base de tous et la reconnaissance aussi de la contribution de tous à la réalisation du projet. On sait que tout le monde travaille fort. Puis des fois, une petite tape dans le dos, ça coûte rien, mais ça fait tellement du bien et ça fait toute la différence. Et quand on voit que ça ne va pas, peu importe la raison, demandez de l'aide. N'hésitez pas. Tania est là pour vous aider dans le démarrage des clubs. Vous avez sûrement des membres Toastmasters à votre entourage qui ont démarré des clubs, qui ont l'expérience, qui en ont vu de toutes les couleurs, comme on dit, mais qui vont être en mesure de faire appel à leur réseau, de faire appel à leur connaissance pour pouvoir mieux vous soutenir, pour que vous soyez en mesure de pouvoir réaliser le démarrage du club. Engager les membres, les mentors dans la vision. Quand on démarre un club, il faut qu'on soit dynamique. Il faut démontrer aux autres que ça va être présent, puis qu'on n'est pas juste là pour avoir un crédit pour notre DTM. On veut faire plus que ça. On veut faire en sorte que les gens qui vont profiter d'un club Toastmasters
puissent eux autres aussi améliorer leur communication et leur leadership, tout comme nous, on le fait. On doit clarifier les rôles de chacun, les attentes, les besoins. Si dans un club, dans une équipe, il y a des personnes qui ne sont pas sûres de ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire, il faut que ça soit bien clair, bien présenté de ce qu'on s'attend d'eux. Même si ce sont des membres du club parrain qui vont vous supporter, vous pouvez leur dire, si tu pouvais venir une fois par mois, soit faire un rôle, soit présenter un discours, pour le démarrage, ça nous aiderait beaucoup. Que ça soit clair, le nombre de fois que vous vous attendez à ce que ces gens-là soient présents. Mobiliser tout le monde autour du projet. Chaque fois qu'on fait un petit pas, qu'on avance, on est rendu à 10 membres, 12 membres, 14 membres. Encourager les gens et les mobiliser à ce projet-là et créer de l'engouement. Puis participer afin de retirer vous-même tous les bénéfices du programme. Vous savez, être mentor ou être parrain, c'est tout un apprentissage. Et ce que vous allez en retirer est incroyable, à la condition que vous en profitiez, puis que vous participiez, pas juste, c'est sûr qu'on va avoir notre DTM, qu'on travaille pour le faire, mais pensez au-delà de ça. Et je suis certaine que non seulement les membres qui vont faire partie de votre club vont en profiter, mais vous aussi, vous allez pouvoir en profiter. Et moi, je sais que tous les clubs où je me suis impliquée, je suis toujours restée en contact avec les gens. Il y a des clubs on m'appelle encore, Lise, peux-tu venir à notre réunion cette semaine? On aimerait ça que tu y sois, là, une fois par année, 2 fois par année. Puis pourtant, ça fait 10 ans que je ne suis plus dans leur club, là, puis qui ne m'ont peut-être pas vu. Mais chaque année, entretenir la relation, ça nous permet de pouvoir rester près d'eux, puis s'assurer que même si on n'est plus mentor ou parrain, qu'on a toujours un coup de cœur pour eux autres, puis qu'on va être là pour eux. Alors, je vous encourage à prendre le rôle si vous ne l'avez pas pris. Puis si vous l'avez déjà pris, bien de partager la bonne nouvelle et vous-même ce que vous en avez retiré. Alors, c'est ça qui complète la présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires pour moi. Can we open the question? We certainly can. Let me just unmute everybody. I need to do that myself, yeah? Yeah. Nope, I have successfully unmuted everybody. And if anybody wants to go back on mute, then just push your microphone and go back on mute. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Pas de questions. Un gros remerciement. Par contre, Lise, merci. C'était très clarifiant. Beaucoup de bonnes informations. Bon, tant mieux, je suis contente. Moi, j'ai une question, Dudley. Je voulais savoir, tu as parlé de la commande d'un kit pour le club. Oui. Puis je voulais savoir, est-ce que le kit était commandé pour le club ou bien c'est un kit par parrain ou mentor? Est-ce que comment je pourrais dire? Non, c'est un kit pour le club. Pour le club? Le contenant, là, c'est ça. Marie-Thérèse a commandé déjà ou est en processus de le faire. Elle a commandé le kit. Quand elle va le recevoir, bien, des dépliants, par exemple, elle va les partager entre les membres potentiels et tout ça. Là. Okay. Mais c'est un kit qui est envoyé, c'est une seule boîte. Puis c'est la personne qui a fait la commande, elle a indiqué son adresse, par exemple, qui va recevoir le kit, mais c'est un kit pour tout le club. Pour tout le club, OK. Parfait, oui. Merci. Bon, ben j'ai une deuxième question. Une fois que la documentation est envoyée à TI, le délai de traitement habituellement, ça tourne alentour de... Parce que je pense que tu as dit, si jamais on envoyait le 125 $, mais qu'il manquait un certain montant, si jamais il manque ce montant-là, combien de temps ça va nous prendre pour savoir qu'on n'a pas envoyé toute l'information? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Comme non. Si on fait une erreur. Le 125 $, c'est qu'on le demande au début. Habituellement, là, même moi, des fois, avant même de faire ma réunion de démonstration, quand je suis certaine que ce club-là va démarrer, je le commande avant.
OK. Parce qu'on reçoit plein de documentation et de choses qu'on va utiliser lors de notre réunion démonstration pour le démarrage. Il y a des clubs qui vont attendre parce qu'ils ne sont pas certains. Puis souvent, c'est notre argent personnel qu'on prend, à moins que le club parrain nous le paye d'avance, là. Mais sinon, c'est des sous qu'on avance. Alors, si on commande ça, ce 125 $-là, c'est vraiment la permission pour démarrer le club et qui va donner accès aux membres parce que là, eux, ils n'ont pas accès à Pathways si on n'a pas fait de demande. Dans le passé, c'était l'ancien, qu'on recevait tous les manuels dans la boîte. Mais maintenant, c'est pas la même façon. Avec Pathways, c'est échangé. Mais c'est la seule façon qu'on peut le faire. Et une fois qu'on a les 20 membres, c'est à ce moment-là que là, on va tout remplir les formulaires et on va payer le montant pour chacun des membres. Et le montant initial qui nous est demandé, c'est 20 $ US pour les nouveaux membres, plus une cotisation de 6 mois, peu importe le temps de l'année. Supposons que je suis au mois de décembre, quelqu'un pourrait dire pour se rendre jusqu'au mois de mars, c'est 3 mois, mais Toastmasters nous demande le 6 mois complet, plus le frais du nouveau membre, pour chacun des membres qui sont nouveaux, les 17 minimum. Puis, pour ceux qui ont déjà un membership ailleurs, on n'aura pas à repayer le 20 $ initial, mais on devra payer quand même 6 mois. Et quand ces membres-là vont renouveler, ils vont renouveler au prorata. Mais la première fois de tout, on doit payer le 6 mois, peu importe le temps de l'année, où on envoie la paperasse, là, tous les documents signés et le montant à Toastmasters. C'est parfait. Merci beaucoup. Alors, Lise, moi, j'aurais une autre question par rapport aux finances. Tu mentionnes qu'il faut payer le 20 $ US plus la cotisation de 6 mois. Si, par exemple, on faisait une demande en janvier, oui. Habituellement, l'année Toastmasters, bon, évidemment, on paye d'octobre à la fin mars et ensuite d'avril à septembre. Alors, si le club commence en janvier, à ce moment-là, il aurait payé de janvier à juin. Qu'est-ce qui arrive au mois de mars pour ce club-là? Ils vont vous charger le prorata pour le reste, pour les membres qui renouvellent. D'accord, merci. Any other questions? J'aurais peut-être une question, si on a encore du temps. Oui. Oui, il reste encore quelques minutes. Ouais. Je fais partie d'un club francophone à Canada qu'on essaie de démarrer. Ça fait un bout de temps qu'on travaille dessus. On avait fait une demande initiale, mais l'échéance a échu. Je me demandais si on peut refaire une autre demande avec le même club en utilisant le même numéro de club. Est-ce que ça fait longtemps qu'il a été échu, Daniel, ou si c'est récent l'échéance? C'est échu depuis au moins 1 an. Parce que c'est un club qui existe depuis 3 ans maintenant. Un club en formation. C'est un club en formation depuis 3 ans. Non, là, vraiment, il n'y a rien. Tu sais, des fois, quand on dépasse un peu, supposons qu'après 1 an et demi, il commence à nous titiller, là, puis commence à nous dire qu'il nous reste quelques mois, puis que si on n'a pas charté dans ces mois-là, qu'ils vont nous l'enlever. Mais dans votre cas, vous autres, vous n'aurez pas le choix de faire une nouvelle demande et de repayer le 125 $. Je sais probablement qu'ils vont vous attribuer un autre numéro. Vous pouvez le dire que c'est le même club que vous voulez repartir avec l'ancien numéro. Mais ce serait juste une question de numéro parce qu'ils vont vous recharger le 125 $. Surtout qu'il y a 3 ans, c'était l'ancien programme et là qu'on est dans le nouveau. Ouais. Oui, bien ça, c'est pas une surprise. Là, le 125 $, ça, je suis correct avec ça. Je me demandais juste si on pouvait reprendre le même numéro de club. Tu peux le demander. Tu peux le demander. Quand vous le remplissez, tu peux écrire une note avec, envoyer, quand vous l'envoyez par courriel, souvent on va le scanner puis on l'envoie par courriel, puis dire, écoutez, on a fait une demande en telle année, on avait eu ce numéro-là qui nous avait été attribué. Est-ce possible de le conserver? Nous apprécierions. Tu sais, tu écris une petite note. Les gens de Toastmasters, là, ils se parlent comme on se parle présentement au siège social, sont formidables, sont très, très accueillants. Et puis, ils n'ont pas d'hésitation là, à partager l'information et sont vraiment courtois. Moi, je n'ai que des bons mots. J'ai eu quelques échanges avec eux. Ce sont des gens très bien, effectivement. Je vais faire tout ce que tu dis. Je vais leur demander. C'est ça. C'est eux autres qui vont décider. Je ne pourrais pas répondre à la question, Daniel. OK. C'est bon. Merci. C'est une belle présentation en passant. Merci beaucoup.
Alors, il est maintenant 20 heures, alors je vais devoir vous quitter puisque je dois procéder avec l'autre formation qui va suivre, l'autre webinaire en anglais. Alors, je vous remercie à tous d'avoir été là. Puis si jamais vous avez d'autres questions, quoi que ce soit, bien, n'hésitez pas à communiquer avec moi par courriel. Je pense que vous avez tous mon courriel pour ceux qui ont assisté en personne. Et il était, je pense, oui, il était aussi sur la dernière diapositive qui va être sur le site. Là, je l'avais mis dessus, mon courriel. Alors, bon succès à tous. Oui. Lise, d'abord, merci à toi. Je voulais juste remercier notre manager, World Club Growth Director, Tanya Hall. Je voulais juste dire à tout le monde que le webinaire va être disponible sur le site du district. Puis, c'est ça, là, la présentation en anglais va suivre. Si vous voulez rester là, vous êtes les bienvenus. Ben non, parce que ça va être un autre lien, Marie-André. C'est pas le même lien pour se connecter. Ah, OK. Fait qu'on doit se déconnecter puis quitter la réunion pour en ouvrir une autre. Là, vous avez le lien sur Facebook. OK. Merci. Merci à tous. Merci.